Bonjour à tous, donc moi je suis pas de la communauté maths, je vous connais pas, donc j'espère que ce qu'on a préparé avec Christophe vous apportera certains éclairages sur des aspects de mise en pratique. Alors l'aspect log sera plutôt traité par Christophe. Moi je vais essayer de vous donner un petit peu une approche qu'on peut avoir pour traiter des données, on va dire, massives, mais on va revenir sur une définition du big data plus que je pense plus appropriée à notre contexte en enseignement supérieur et recherche. Donc, pour ça, on reviendra sur une définition du big data qui n'invalide pas les autres, mais qui pour moi se centre sur notre métier, sur notre contexte, notre environnement. On n'a pas tous, et je crois heureusement, le même volume de données que Google ou autre. On en a beaucoup moins. Et donc, on pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment du big data ? Donc, comment on regroupe des données? Parce que ça, je pense, ça nous concerne tous. On n'a pas juste un jeu de données qui n'est pas à mettre au regard d'autres jeux de données. Et comment on les regroupe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les approches qu'il y a? Les écosystèmes autour du big data. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme produit et à quoi ça s'adresse? Et puis enfin, un exemple donc d'un projet auquel on est associé autour des données de la santé. Alors, données de la santé, nous on ne les a pas, hein. Il faut le plus souvent justement le problème des chercheurs qui travaillent en santé, c'est d'avoir des données de santé. Nous, les données de santé et la démarche qu'on a eue, ça a été des données qui sont restées au sein du CHU de Grenoble et au sein de la DSI. Par contre, on a eu une démarche pour pouvoir aider à structurer et puis après pour pouvoir mettre en œuvre des outils et méthodes sur ce contexte. Donc, si on prend une des nombreuses définitions du big data, là, pour moi, j'ai gardé un certain nombre de choses sur celles qui étaient données, inventées par les géants du web. Le big data se présente comme une solution destinée pour permettre à tout le monde d'accéder en temps réel. Donc il y a cette notion de temps réel, ça veut dire qu'on a des grosses masses de données, mais que derrière, il faut que ça réponde pas au bout de 3 heures, au bout de 4 jours, enfin, comme certaines méthodes de traitement sont nécessaires. Donc là, ce qu'on veut, c'est du temps réel. C'est donc du temps réel à des bases de données géantes. Et puis, c'est proposer un choix aux solutions classiques de bases de données. Donc, les bases de données que l'on connaît, que l'on a connues jusqu'à maintenant, sont essentiellement des bases de données relationnelles. Donc, on a vu maintenant que le paradigme changeait un petit peu, qu'on avait des bases de données NoSQL, non only SQL, donc finalement où on essaie de faire partir ces contraintes. Donc, et puis il y a aussi des plateformes dans tout ce qui touche la business intelligence, donc un petit peu de regroupement de données et qui permettent de faire des analyses de données, des choses comme ça, et donc qui sont plutôt attribuées ou à la finance ou au pilotage d'un certain nombre de structures. Donc le Gartner, lui, il regroupait une famille d'outils. Donc le big data, c'est pas on va dire que les bases de données NoSQL, c'est pas le big data, enfin même avec les données qu'elles contiennent, mais c'est une famille d'outils. Et tout à l'heure, on verra sur un slide que la famille est nombreuse, les individus.
Donc, et puis qui répondent à une triple problématique de la règle des 3V. Alors, il y a les 3V après qui se sont enrichis avec la vélocité, avec la variété, et puis la variété alliée. Il y en a deux autres. Il y a les 5V qui ont été proposés, je crois, par Sylvain ou par une autre personne. Donc, où il y a la véracité et puis, j'ai oublié le cinquième. Donc là, on a les 3V du Big Data qu'on adresse, c'est la vélocité, donc il faut que ça aille vite, il faut répondre en interactif quasiment. Il y a du volume et puis il y a de la variété. Donc de la variété, ça veut dire que vous avez des sources qui sont très différentes et puis qu'il faut pouvoir présenter et accéder un peu à tous ces types de données en même temps. Donc, on s'adresse, on le dit, à des masses de données qui sont volumineuses, mais nous, on ne va pas s'arrêter à volumineuse, et on va mettre et ou complexe. Donc, je l'ai un petit peu dit en introduction, vous n'avez peut-être pas des pétas et des pétas de données à traiter dans vos établissements où vous en avez en charge. Alors, ça dépend des types, des domaines. Il y en a qui sont plus ou moins productifs comme données, que ce soit en sciences de l'univers, en sciences de la Terre. Maintenant, en santé, avec de la génomique, c'est quelque chose qui prend de la place, mais il n'y a pas forcément une grande complexité dans les structures. Par contre, si vous voulez aller plus loin dans le domaine de la santé, si vous traitez au niveau des données d'imagerie médicale, vous avez, bon, d'une part, en imagerie médicale, la donnée, l'image en elle-même, mais vous avez aussi toutes les métadatas. Toutes les métadatas qui décrivent un scanner ou autre, eh bien, tout ça, c'est pas des données qui sont très très lourdes. Par contre, quand vous les mettez, vous les mélangez avec des données de type biologie, de type divers, quand vous allez avoir tout ce mélange, vous allez avoir une structuration assez complexe. Donc vous avez d'un côté du volume, et puis vous pouvez avoir de la complexité. Si vous n'avez pas énormément de volume, mais quand même quelques terras, eh bien la complexité est un facteur qui est important. Donc quand vous avez toutes ces masses de données, eh bien, vous devez quand même garantir que l'accès doit être rapide. Et le temps d'accès, on essaie de faire en sorte qu'il soit constant, quel que soit le volume d'informations à traiter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'un temps d'accès soit constant, ça veut dire que l'architecture derrière des outils doit être pensée pour pouvoir monter en puissance et être déjà prévue à la base au niveau de l'architecture du produit pour pouvoir évoluer et non, comme on le faisait avant, on changeait, on prenait des processeurs plus puissants, on rajoutait de la mémoire, des choses comme ça. Donc, au niveau des évolutions technologiques, donc certainement poussées par le Big Data, et puis je crois que vous avez eu quand même pas mal de présentations en début de semaine, eh bien, il y a deux aspects. D'une part, les aspects stockage, puisque vous avez des masses de données, et donc là, il faut du stockage adapté. Si vous voulez pouvoir traiter par plusieurs machines, ça veut dire qu'il faut aussi avoir du stockage qui soit réparti, sinon vous créez des nœuds d'étranglement. Donc vous avez différents types de données. Donc on l'a vu lié à Hadoop, vous avez HDFS qui est un file system qui est réparti. Mais dans le monde du calcul intensif qui existe depuis longtemps, vous avez d'autres systèmes de stockage répartis, des stockages rapides comme BGFS. Mais en général, ces file systems sont construits sur des file systems standards pour pouvoir y accéder de façon standardisée. Et donc en général, les standards qui permettent d'accéder à ces fichiers ou autres, c'est des normes POSIX. Donc les technologies de traitement, elles, donc d'un côté on a le stockage
pour pouvoir avoir ces données, c'est réparti sur différents nœuds de stockage. Et puis après, derrière, vous avez des technologies qui doivent être ajustées. Alors, elles sont ajustées et généralement, on essaie de garder cette notion de base de données, donc avec des propriétés qui peuvent être différentes. On l'a vu entre les propriétés des bases de données relationnelles et des bases de données NoSQL, c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Sylvain en a parlé hier matin, donc de ces différents critères. Et donc dans les bases de données NoSQL, vous en avez plusieurs. Donc on peut se poser la question, pourquoi prendre du MongoDB, pourquoi prendre du Cassandra? Donc MongoDB peut-être parce que tout le monde en fait, mais il y a quand même des différences. Il y a des différences parce que vous avez des bases de données NoSQL qu'on va qualifier de clés-valeurs, des modèles documents, donc MongoDB en fait partie, ou des modèles de colonnes ou graphes. Donc ça, c'est des types de bases de données NoSQL. Et puis, vous avez des bases de données qui sont basées sur le modèle MapReduce et les évolutions avec Spark. Donc, c'est SGBD. Donc pour les NoSQL, vous avez, ça a été vu, vous avez fait un TP hier sur MongoDB, mais vous en avez d'autres, vous avez Cassandra, Redis, Neo4j pour des bases graphes et ArangoDB aussi, celle qu'on vous présentera. Et puis après, vous avez aussi tout l'environnement Hadoop, où vous avez un écosystème qui permet d'avoir ces aspects bases de données. Le plus souvent, malgré tout, ces systèmes tirent leur vélocité aussi par la gestion de données et une grande masse de données qui est chargée en mémoire. Lorsque vous prenez un système de gestion de base de données relationnelle, comme ce sont des systèmes qui datent quand même de pas mal de temps, la mémoire était déjà plus réduite et vous aviez des données quand même importantes sur les disques. Donc l'aspect qui était fortement traité, c'était comment on optimise le rafraîchissement de la mémoire centrale avec des principes de pagination, comment on gérait les pages qui remontaient en mémoire et comment on essayait de faire en sorte que les données restent le plus longtemps en mémoire, mais dans des zones de mémoire relativement restreintes. Maintenant, avec les tailles de mémoire que l'on a, eh bien, on peut se permettre d'en charger beaucoup plus et d'avoir des grosses masses de données qui restent en mémoire. Et donc, les systèmes se basent un peu là-dessus. Donc, le regroupement des données... Bon, il y a plusieurs termes. Lac de données, donc c'est ce qui a été, je crois, présenté, introduit aussi par Sylvain hier. Pour moi, ça a été introduit avec l'arrivée du concept Big Data. Mais il y a des questions qui peuvent se poser sur qu'est-ce que c'est qu'un entrepôt de données, un data warehouse. Et ça, c'est des notions qui existaient, qui regroupent des données et qui existent toujours, mais qui viennent de la business intelligence. Donc, c'était lorsqu'on voulait faire du pilotage, des choses comme ça, eh bien, on mettait ces données et on les mettait dans des data warehouses, dans des entrepôts de données dans lesquels on peut gérer également tout l'historique de la donnée. Donc, les data warehouses, les entrepôts de données, eux, sont généralement basés sur des technos anciennes, sur des bases de données relationnelles organisées en tables. Et puis, ce qu'ils font à partir de ces tables de données qu'ils rapatrient, eh bien, ils créent d'autres tables qui sont des tables de faits, donc où chaque ligne de cette table est un identifiant, est une donnée à part entière et sur lequel on va pouvoir faire du filtre et puis des traitements. Alors, plus on multiplie, on va dire, les colonnes de cette table de faits, eh bien, moins on va pouvoir faire de filtrage parce que chaque ligne est unique et on n'arrivera pas à faire trop de différenciation. Le lac de données, lui, c'est un référentiel plutôt de stockage, mais il y aura les données derrière. Il est
à notre sens orienté objet, et il consigne des données dans leur format natif. On fait peu de transformations à ce niveau-là. Mais on peut, on verra, créer aussi, organiser ces données dans le lac de données. Donc, dans tous les cas, malgré tout, il faut se poser la question de que veut-on mettre en évidence? Pourquoi on fait un lac de données? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on veut faire ressortir de ça? Alors, on va dire, peut-être qu'au départ, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire ressortir, mais en général, on a au moins une petite idée qui peut évoluer par la suite. Mais ce qu'on voit, que ce soit de la business intelligence ou autre, c'est avoir sur une donnée une vue 3D, c'est-à-dire sur un même objet, le voir de différentes façons avec un regard qui est une facette différente. Le lac de données, il ne va pas se substituer à une base de données comme ça. Il va être essentiellement un lieu d'observation. Les données que vous allez mettre dans un lac de données, on va dire, elles sont présentes et elles sont stables. C'est-à-dire que par rapport à un système de base de données, et si on prend les systèmes qui étaient plus anciens, leur étalonnage, c'était la transaction débit-crédit. C'était mon système de base de données, combien de transactions débit-crédit vous imaginez sur vos systèmes bancaires. Vous créditez un compte, vous débitez l'autre, combien il peut en encaisser à la seconde. Donc ça, c'était les étalons. En base de données, dans les lacs de données, vous poussez votre donnée et elle bouge peu, c'est-à-dire que le système va aller modifier relativement peu les données qui sont là. Ça ne veut pas dire qu'elles sont figées, elles ne bougent absolument pas, mais c'est pas l'objectif de les faire, de les modifier à outrance. Et puis, ce qu'il y a, c'est que ces données, elles proviennent le plus souvent de sources très différentes. Alors, vous avez des bases de données relationnelles, mais vous devez en avoir dans vos labos. Vous avez des fichiers, de l'Excel, ça vous en trouverez, enfin, ou du CSV. Vous pouvez avoir aussi des petites bases Access qui ont été développées comme ça pour quelqu'un par le stagiaire qui est venu et qui a fait une petite base de données Access et dans lequel il y a des données intéressantes mais que plus personne ne sait trop comment les récupérer, comment faire évoluer le système. Et puis, si vous faites vous prenez des labos qui ont des outils de mesure. Alors en santé, on en trouve pas mal, puisque dans le monde de la santé, vous avez de la biologie, de l'imagerie, vous avez différentes choses. Eh bien, vous avez des systèmes de stockage spécifiques, donc des formats qui ne sont pas le format classique. Donc, tous ces systèmes, il va falloir aller récupérer les données, et puis il va falloir pouvoir les extraire, et les extraire par des outils comme les ETL, donc qui ont été déjà introduites aussi hier matin. Donc ces données, on verra comment constituer ce lac de données, et nous on va en tirer deux grandes approches pour la construction. Alors, les bases de données relationnelles, il y a Oracle SQL Server, PostgreSQL, MySQL, enfin, ça c'est ce qu'on connaît, et le plus souvent c'est plutôt au niveau des labos, du MySQL et du PostgreSQL. Donc ça c'est un petit peu notre quotidien. Il y a des serveurs Oracle, et puis dans nos communautés, les SQL serveurs ne sont pas forcément toujours ceux qui sont les mieux vus. Mais ça fait partie quand même des systèmes qui existent et puis qu'on ne peut pas ignorer.
Puis après, il y a toutes les données éparses, donc je l'ai dit, hein, des fichiers Excel, donc c'est que vous pouvez collecter à droite à gauche et que vous retrouverez, qui contiennent des informations intéressantes et qui sont parfois rapprochées avec d'autres. Puis là, des systèmes de fichiers, donc là j'en cite quelques-uns, donc DICOM, c'est tous les systèmes d'imagerie médicale produisent des fichiers au format DICOM. Donc le format DICOM, c'est si vous êtes arrivé de faire des échographies, des scanners ou des choses comme ça, sur votre image, vous avez le résultat de l'image ou la série d'images de votre échographie, donc en général que vous n'arrivez pas à lire, mais vous avez tout un tas d'informations avec votre nom, le nom du médecin qui l'a fait, l'heure, l'âge, enfin tout ça. Donc tout ça, c'est de la métadonnée qui est rajoutée. Donc vous avez d'un côté donc l'outil qui recolle et qui superpose l'image de l'image réelle, les pixels de l'élément, et sur lequel il rajoute les métadonnées. Mais à partir au niveau du stockage, ça c'est deux éléments. Bon, la métadonnée qui définit votre examen, et puis après une série d'images, donc un bitmap pour avoir cette image-là. Donc, une fois que vous allez vouloir récupérer vos données d'imagerie médicale, il va falloir pouvoir, lorsque vous chargez cette image, ce document, vous allez pouvoir extraire de la donnée, métadonnée, et puis vous pourrez, de notre côté, stocker la bitmap qui n'a pas forcément d'importance pour vous à un moment donné, parce que ce que vous allez vouloir faire, si vous êtes dans le monde de la santé, c'est peut-être ce qui est important pour vous, c'est la métadonnée. Ou peut-être vous n'aurez pas besoin de la métadonnée, mais vous aurez besoin que de l'image raw pour pouvoir faire de la comparaison et de l'analyse d'images avec d'autres systèmes. Vous avez HL7, c'est un autre format au niveau de la biologie, et puis à partir d'autres éléments, vous avez des protocoles d'échange qui sont spécifiques. Alors je ne sais pas, il me semble qu'en sciences de la Terre, tout ce qui est sismographe et autres, vous avez des échanges de données qui sont dans un certain format. Donc la communication entre les différents systèmes est certainement en sciences de l'univers, pour tout ce qui est radiotélescope et autres, il y a des chances pour qu'on ait des formats d'échange qui soient différents. Donc là, à partir de l'expérience qu'on a vue, nous c'était pour les comptes rendus de biologie, des échanges entre le laboratoire ou les laboratoires, il y a des protocoles d'échange de ces données qui sont H' et puis PN13, je crois, c'est pour les prescriptions pharmaceutiques. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est pour essayer de mettre en exergue que vous avez des données qui sont très différentes, des formats différents, et puis éventuellement des protocoles pour les obtenir qui sont différents, et sur lesquels il va falloir intégrer tous ces éléments pour pouvoir les mettre en évidence dans votre lac de données. Donc ça, c'est un aspect, lorsqu'on veut mettre un lac de données en place, ou un entrepôt, il faut quand même se poser un certain nombre de questions, parce qu'il y a des questions éthiques, il y a des questions qui sont très diverses, et en particulier, alors nous, en données de santé, ce qu'on a fait, c'est que c'est quelque chose qui est hyper sensible, et donc derrière, c'est pas... Lorsque vous voulez mettre en œuvre un entrepôt de données ou un lac de données, déjà, bon, c'est pas très simple, et d'autre part, une fois que vous avez regroupé toutes vos données, la CNIL ou autre ne va pas vous donner un blanc-seing en disant vous avez tout déclaré, vous leur avez dit que vous vouliez faire un certain type d'études, un certain type de recherche, mais après, derrière, il faut savoir quels sont les projets qui vont pouvoir manipuler ces données. Donc c'est quelque chose de sensible, mais je pense que la santé, c'est peut-être quelque chose qui nous concerne à tous et où on est le plus sensible, mais parmi les autres données que vous avez, qui sont parfois anodines, mais qui peuvent, et pour lesquelles il faut se poser les mêmes données.
quel projet va pouvoir accéder à mes données? Est-ce qu'elles sont, il y a quand même, dans une grande majorité des données, il y a de la donnée personnelle d'une façon ou d'une autre, plus ou moins cachée, et il faut quand même se poser la question sur comment manipuler ces données. Est-ce qu'on va les manipuler toutes, tout ce qu'on a dans l'entrepôt, ou une partie? Et une fois qu'on sait ce qu'on va vouloir faire, c'est pas tout de dire, bon, ben oui, c'est bien, on va faire que des petites études comme ça, c'est sans risque. C'est derrière, c'est quelle est l'organisation qu'on met en œuvre pour s'assurer que les règles sont appliquées. Et donc tout ça, ça touche à ce qui arrive maintenant, donc avec le RGPD, donc qui est encore plus prégnant depuis qu'il y a cette implication et toutes les conséquences sur le non-respect du RGPD. Donc il faut quand même pouvoir garantir que lorsqu'on a fixé des règles, eh bien, on peut s'assurer qu'elles sont appliquées. Et puis, c'est bien joli de dire, ben, par exemple, je ne vais donner qu'un accès à une partie des données, mais avoir accès à une partie des données, ça veut dire que derrière, eh bien, l'architecture du système qu'on va mettre en place, le regroupement des différentes briques, eh bien, va pouvoir être adapté à ce qu'on a prévu. Et puis derrière, ça ne dispense pas d'une chose, c'est de faire les déclarations CNIL, si c'est nécessaire et s'il y a de la donnée personnelle qui doit être faite. Alors, maintenant qu'on a vu ces différents aspects, je vous ai dit tout à l'heure, nous on voit qu'il y a, en fonction des outils qui existent, c'est une étude cette présentation est basée un petit peu à partir d'outils qui nous permettent de construire ces bases de données et ces lacs de données. Alors la construction du lac, vous pouvez la faire de deux façons. Alors aux images choisies, vous pourrez peut-être comprendre quelle on préfère. Donc la première, c'est déverser les données dans un marécage. Donc vous avez des silos de données, plus ou moins jolis, et puis vous allez mettre ça dans un marécage. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en réalité, vous avez des outils qui vont vous produire de la donnée dans le marécage. Et puis, ben, vous avez ce lac de données qui est là, vous les avez toutes. Et ça ne veut pas dire que c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Il y a des contextes où c'est très bien adapté. Vous mettez vos données, vous les avez là, vous les avez regroupées, et puis après, ben, vous avez tout ce lac, tout ce marécage, et derrière, vous mettez en œuvre tous les produits qui vont permettre d'extraire de la connaissance là-dessus, et après, ben, avec la machinerie que vous mettrez en place, eh bien, ce que vous allez faire, vous allez regarder qu'est-ce qui ressort de cet ensemble de données. Donc ça, c'est une approche qui se justifie par un certain nombre de contextes. Donc, on a d'abord déposer les données comme ça, et vous verrez dans l'environnement Hadoop, il y a des outils qui vous permettent d'aller chercher de la donnée, puis de la mettre sur du HDFS un petit peu facilement. Donc, mais après, on se pose la question comment filtrer. Donc ça, c'est une démarche et qui a un sens dans un certain nombre de contextes. La deuxième, donc vous pouvez créer, plutôt qu'un marécage, un lac limpide. Donc le lac limpide, si vous voulez l'avoir, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Ben, d'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. Donc on se rattache à la première idée. Qu'est-ce que je vais en faire? Et on réfléchit comment s'organiser. Ça veut dire que derrière, vous avez les métiers et vous avez une diversité de métiers qui peuvent exploiter la donnée. Lorsque vous regroupez des sources de données qui viennent de différents endroits, eh bien, le plus souvent, elles appartiennent entre guillemets, à différentes personnes ou différentes communautés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces personnes ou ces communautés n'ont pas toutes les mêmes besoins, n'ont pas toutes la même vision des choses, et il va falloir, à partir de leurs données, alors ce matin ça a été dit, nous en général, les personnes ont souvent le réflexe,
on est intéressé par vos données, donc les nôtres ne vous intéressent pas, mais on est intéressé par les vôtres. Donc en général, le lac de données, ça permet quand même de pouvoir dire, eh bien, on rapproche des données, mais après, il faut que chacun trouve son intérêt et arrive à travailler ces données d'une certaine façon. Alors, c'est au moins la démarche initiale. Et donc tout ça, ça veut dire que ce lac de données, on le structure avec un certain modèle, et puis une fois qu'il est structuré, eh bien, on crée une couche qui va prendre les données de ces silos et va les déverser dans le lac. Donc c'est ce qu'on a appelé les ETL, les Extract, Transform et Load. Et puis, une fois qu'on a fait ça, bien, en fonction des visions, on peut les traiter et en faire quelque chose un peu plus simplement parce qu'on connaît la modélisation de ces données. Donc, pour cette deuxième solution, le marécage, je le laisserai de côté. On va essayer de regarder, de se cantonner à cette deuxième approche. Donc, le lac de données, sa structuration, même si on est en big data, ça ne veut pas dire qu'on doit éliminer d'entrée de jeu les bases de données classiques ou réparties. Vous avez du PostgreSQL qui est réparti, je ne sais plus si c'est XL ou un truc comme ça. Donc il y a une version qui permet de faire de la répartition de l'accès concurrent et de traiter les mêmes et d'assurer les mêmes propriétés que les bases de données relationnelles classiques. Donc le gros avantage, c'est que ces bases de données relationnelles, elles assurent la gestion des contraintes d'intégrité référentielle, ce qui n'est pas neutre et qui n'est pas une mauvaise chose. En revanche, maintenir des contraintes d'intégrité référentielle, ça a un coût au niveau du traitement. Donc les systèmes sont, et c'est pour ça que les bases de données NoSQL sont arrivées, c'est que justement c'était pour dépouiller un petit peu des aspects système, tout ce qui est traitement coûteux, mais qui évite d'avoir à le faire au niveau du traitement. Après, qui est moins connu, moins courant, c'est il y a des bases de données objets, donc plutôt que d'avoir juste la table, le modèle tabulaire de la base de données relationnelle, eh bien vous avez des objets. Donc là je vous ai mis un pointeur, vous avez un certain nombre de bases, je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de systèmes de bases de données objets, et le plus souvent c'est avec des langages objets que ça se travaille. Donc il n'y a pas de langage associé à ces bases. Et puis après, vous avez les bases NoSQL, et là, vous devez choisir un modèle, un index, un document, graphe, et donc là, ça peut vous donner le choix que vous allez faire sur la base de données que vous allez prendre. Est-ce que je vais prendre, si je me dis c'est un modèle document, je vais prendre du MongoDB. Est-ce que si je veux faire comme le suggérait un petit peu les schémas précédents, des graphes, eh bien, qu'est-ce que je prends? Neo4j, ArangoDB ou autre. Tout ça maintenant dépend un petit peu de choix qu'on va faire, de choix techniques pour pouvoir manipuler tout ça. Alors nous, et je pense qu'on ne fait pas partie de la grande majorité, nous dans la base de données NoSQL, on prend quelque chose qui est plutôt, lorsqu'on veut construire un lac, les bases de données graphes. Les bases de données graphes, pourquoi? Parce que derrière, on a justement un certain nombre de propriétés qui sont proches des modèles de entité-association, et lorsqu'on fait un petit peu des bases de données et de l'analyse de cas et de solutions à mettre en place, eh bien on essaie justement de définir quelles sont les classes d'objets qu'on a, comment on arrive à reclasser ça, et quels sont les liens entre tous ces objets. Et donc les bases de données graphes permettent d'implémenter de façon assez proche et assez directe
la modélisation qu'on a faite. Lorsque vous faites des bases de données, eh bien, on vous apprend la première chose, on vous apprend les formes normales et on vous apprend à partir de vos modélisations et de votre analyse de la situation, comment on modélise ça. Et puis une fois qu'on a bien modélisé tout ça, on vous explique comment le dériver pour arriver à une base de données en quatrième forme normale. Et puis après, une fois que vous voulez le passer, la quatrième forme normale sur un système relationnel, on vous apprend aussi un petit peu qu'il ne faut pas trop aller vers la quatrième forme normale parce que sinon vous allez éclater vos bases de données, vous allez passer votre temps à faire des jointures et le système sera à genoux. Donc vous faites des compromis, mais finalement vous avez perdu votre modèle. Vous avez fait une représentation qui est assez lisible, en modèle entité-association, et puis avec tous les outils de transformation, vous avez transformé ça en table. Et donc avec des tables de jointure qui vous dit, ben, je crée une nouvelle table, avec la première colonne, c'est un lien vers tel truc, et vers la deuxième colonne, c'est le lien vers tel autre. Donc ça, c'est les mécanismes qu'on a mis en place pour pouvoir travailler avec les modèles relationnels qui ont été largement et qui ont fait leurs preuves et qui ont largement été déployés. Alors, si on regarde, finalement, lorsqu'on veut mettre en place un lac de données, eh bien, on peut se dire qu'il y a un workflow pour ces traitements, et là, je mettrai 5 phases. La première chose, c'est quelles sont les données à injecter dans mon lac de données. Et donc là, je vais utiliser, donc je l'ai dit et je le redis, on utilise les ETL, les outils de type ETL, et on verra, il y en a plusieurs. Donc l'avantage aussi de l'ETL, c'est que vous pouvez à ce moment-là rajouter un certain nombre de choses, un certain nombre de phases, en particulier par rapport à la première approche où on déverse nos données dans le lac un petit peu brutalement. Là, vous pouvez d'une part faire de la qualité, parce qu'il n'est pas évident que toutes vos sources de données soient très propres. Ça ne veut pas dire que là, vous aurez un lac qui sera absolument parfait, mais vous pouvez déjà au moins mettre en évidence un certain nombre de problèmes sur la qualité. Vous pouvez rajouter des éléments sur la traçabilité. D'où vient ma donnée? Mais cette donnée-là, elle vient de tel et tel élément. Vous pouvez les travailler et avoir une meilleure traçabilité. Puis ce qu'on a pu faire, nous, dans le projet de santé, c'est une déidentification minimale. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris tout un tas d'éléments qui sont identifiants pour des personnes. Et en particulier, on a pu, par exemple, ne pas rajouter l'adresse directe de la commune, mais avoir un codage différent sur un maillage de la France. Et on en reparlera peut-être un petit peu plus loin. Donc tout ça, c'est sur la première phase. Vous sélectionnez et puis vous commencez quand même un petit peu à travailler vos données. Puis après, le stockage, eh bien là vous avez le choix parce que ces outils ne vous obligent pas à tout mettre dans le lac, ou votre lac peut avoir des petits partitionnements et vous pouvez utiliser des systèmes différents. Donc pour le lac de données en santé, il y a une partie qui est en HDFS et une partie qui est sur une base de données graph. Donc pour pouvoir être efficace sur les deux plans. Et puis enfin, une fois que vous avez fait ça, que vous avez votre lac de données, eh bien, il va falloir le parcourir, il va falloir avoir des systèmes qui vous permettent de faire de la recherche dans ce lac pour pouvoir extraire des données et constituer des sous-ensembles de données qui vont intéresser une équipe de recherche ou qui vont intéresser différentes communautés. Donc là, vous allez extraire ce qui est nécessaire et le strict nécessaire pour l'étude qui va être
être menée. Toujours pareil, si vous avez des données identifiantes, eh bien, il va falloir les identifier si c'est nécessaire. Hein, donc, et puis, une fois que vous avez ça, vous avez extrait ces données, mais il n'est pas évident que ces données soient toutes traitées, mais qu'elles peuvent intéresser une équipe de recherche pour pouvoir appliquer des méthodes de traitement. Donc, on va dire, si c'est des données, je ne sais pas, radiologiques sur les poumons ou autres, eh bien, ça peut être des extractions, des comparaisons d'imagerie, c'est la recherche d'un certain nombre de choses sur ces images, et ça sera du traitement spécifique de ces datamarts. Et donc là, à partir de ces données-là, vous allez pouvoir faire un traitement dans ce que vous voulez, du Scala, du R, du Python, en fonction de ce qui est nécessaire pour vous. Vous pouvez aussi utiliser les mêmes infrastructures sur ces datamarts, sur les infrastructures existantes et qui ont permis de traiter de mettre en place le lac de données et l'extraction, et vous pouvez les utiliser sur le datamart. Au niveau de l'écosystème autour du datamart, alors j'ai pris, que vous retrouverez sur le web, hein, donc c'est en 2016. Alors l'intérêt c'est pas de tout lire, mais en gros ça c'était en 2016, voilà ce que vous aviez identifié comme écosystème. Déjà, donc vous avez différentes choses, donc on voit que là-haut, vous avez d'une part des infrastructures avec Hadoop, et puis vous avez Spark qui commence à bien poindre son nez, puis après des bases de données, NoSQL, les NewSQL aussi qui faisaient leur apparition, et puis après vous avez différents outils, des outils de transformation, donc des ETL, tout ce qui est plateforme analytique, hein, donc qui est lié à la business intelligence, tout ce qui est aussi traitement du langage naturel, c'est des choses qui sont intéressantes lorsqu'on fait ou de la SHS ou qu'on travaille sur le monde de la santé. Et puis vous voyez ici, il y avait des applications métiers, donc quand on regarde qu'est-ce qu'il y avait, vous avez différents domaines si vous voulez, qui s'adressent à des métiers bien particuliers. Et enfin, sur une couche où nous on s'est pas mal intéressé, c'est cette couche verte avec de l'open source, puisque ce qu'on a essayé de faire, c'est travailler avec de l'open source. Alors, open source, ça veut pas dire que c'est toujours tout gratuit, mais c'est de toute façon, vous avez au moins un minimum que vous pouvez charger et exécuter, puis après, en fonction des systèmes, vous pouvez avoir du service ou payant ou pas. Donc ça, c'était en 2016. En 2018, on voit que ça s'est pas arrangé. De toute façon, bon, le transparent a été un peu restructuré. Le monde open source c'est quand même développé, je pense. Et puis les applications pour entreprises, c'est aussi commence à se structurer pas mal. Donc là, on voit que après derrière, les technos finalement, au niveau analytique et au niveau infrastructure, sont relativement stables, mais qu'on est monté dans différentes couches. Un focus sur un écosystème, donc un écosystème qui est l'écosystème Hadoop. Alors en gros, vous avez je dirais deux grandes distributions. Vous avez Hortonworks et Cloudera.
Donc c'est un petit peu comme les Linux si vous voulez choisir entre Red Hat et Debian. Donc bon, ben là vous avez, c'est du Linux et les distributions, l'intégration de ces outils sont différents. Alors Hortonworks, c'est ce que vous trouverez sur leur site, c'est ce qui a été choisi au niveau du CHU. Et donc Hortonworks vous donne une distrib que vous pouvez télécharger avec tous ces outils. Donc l'environnement Hortonworks, si vous voulez prendre du Hadoop, ben vous pouvez charger tout ça. Alors, vous avez différentes choses, donc l'intégration de la gouvernance des données, vous avez des outils, et puis vous avez un aspect sécurité et un aspect exploitation. Donc, dans ces différentes cases, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver Ambari. Ambari, c'est une console, donc c'est tout sur du web, qui vous permet de gérer toute la plateforme, de gérer tous vos outils et toutes les instantiations de votre système. Vous avez des nœuds, et puis vos nœuds qui vont traiter vos données en parallèle, eh bien vous pouvez les superviser, vous pouvez en activer des nouveaux pour traiter, faire du traitement, du MapReduce et autres, rajouter des nœuds MapReduce. Donc Ambari vous permet de le faire. Donc c'est une plateforme de supervision qui vous permet de déployer vos services Hadoop. Vous avez Zeppelin. Zeppelin, c'est un notebook, une solution de notebook sur HDFS et sur lequel vous pouvez faire du R, du Python, du Scala. Donc c'est pour ce qui était notre contexte, c'était essentiellement utile pour du traitement d'images ou pour de la génomique. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de charger Zeppelin, c'est-à-dire il est intégré si vous le voulez, il marchera bien avec de l'HDFS, mais si vous avez des solutions à Jupyter, en Jupyter, vous pouvez traiter très bien vos données avec du Jupyter. Mais celui qui est embarqué dans la distrib est Zeppelin. Donc tout ça, donc, je ne l'ai pas dit, a dit vous avez de toute façon la fondation Apache qui assure tous ces outils en général qui sont sous licence, qui sont chez Apache, qui sont sous licence Apache, et Hortonworks vous fournit quelque chose de prépackagé et vous assure une stabilité de votre plateforme dans l'intégration. Voilà, alors Scoop, c'est SQL to Hadoop, donc ça vous permet de prendre, vous avez une machine base de données relationnelle, donc c'est SQL, donc bien vous lui dites qu'est-ce que c'est, vous lui donnez le mot de passe administrateur et de la base de données et le mot de passe, et puis vous lui dites mets-moi dans HDFS tout ce qu'il y a sur cette base, et le Scoop va aller se connecter, il va aller chercher les schémas de données qu'il y a, et à partir de ces schémas, il va construire tout ce qu'il faut pour aller aspirer les données et les mettre sous cette même forme dans HDFS. Donc c'est d'une certaine façon un ETL, hein, c'est-à-dire ça extrait, ça transforme pas beaucoup et ça le charge dans HDFS. Alors, dans Apache et dans la fondation Apache, vous avez d'autres outils et vous en avez un qui est Nifi, qui existe aussi et qui s'apparente plus à l'outil qu'on vous présentera en deuxième partie comme ETL. Donc nous, on en a pris un autre qui est Talent, qui est un autre outil, un autre ETL. Alors, Hive, là je fais un peu ma mauvaise tête, mais c'est pour pouvoir faire du SQL, des requêtes select from where, mais avec la bonne syntaxe select from where, sur du HDFS. C'est-à-dire que sur du HDFS, vous allez pouvoir écrire un from avec plusieurs noms de tables afin de pouvoir faire des jointures. Donc HDFS, je ne suis pas persuadé qu'il soit très efficace pour les jointures, et si vous vous dites au bout du compte, je vais mettre du HDFS et de l'Hadoop pour pouvoir faire du Hive parce que c'est bien et ça me rappelle mes bases de données relationnelles, moi je n'ai pas très bien compris quel était l'intérêt et les performances sont relativement catastrophiques
catastrophique parce que faire des jointures sur du HDFS, c'est pas quand même le pied. Solar, c'est un outil, on va dire, c'est un petit peu comme de l'Elasticsearch, mais qui permet de faire de la recherche textuelle dans des documents. Donc recherche textuelle, il est assez semblable à Elastic. Elastic a des opérateurs qui sont un peu plus puissants et sympathiques, mais Elastic n'a pas tout qui est en open source. Donc il y a toute une partie qui est utilisable comme ça, mais tout n'est pas en open source. En revanche, tout ce qui est moteur d'indexation, que ce soit Solar ou que ce soit Elastic, eh bien, ils sont tous basés sur Lucene, qui est le moteur Apache, et celui qui est le plus répandu dans tous les sites web et autres. Donc vous avez du Spark, donc qui est un petit peu l'avancée de MapReduce, et puis je crois que vous avez au niveau de la sécurité Rangers qui vous permet de gérer tous les accès à toutes les données que vous aurez déversées dans HDFS, de façon très fine. Alors là, Rangers, c'est un produit qui est relativement nouveau, mais qui est très puissant, mais un petit peu complexe à mettre en œuvre parce que derrière, gérer tous les droits finement et autres, c'est pas forcément très très simple. Mais c'est ce qui a été fait sur la preuve de concept du CHU, c'est Rangers qui a été déployé et avec du Knox, je crois, qui permet d'appliquer les règles sur des outils qui sont externes. Alors, celui-là, je l'ai mis simplement pour le laisser dans la présentation pour que vous puissiez le lire. Et il y a un autre document que j'ai pas mis, mais qu'il faudra mettre. C'est un petit peu sur les tendances BD NoSQL. C'est de dire, ben voilà, il y a quelques bases qui existent dans le domaine open source. Eh bien, si vous vous posez la question, qu'est-ce que je mets comme base de données NoSQL? Eh bien, c'est quel type de base? Donc, l'autre document dit, MongoDB c'est une base document, l'autre il est tel type, etc. Et ça vous permet de voir qu'est-ce qui est le mieux adapté à la question que vous allez vous poser. Alors, maintenant, lorsqu'on a construit cela, qu'il va falloir passer à des choix d'architecture, et il faut se poser un certain nombre de questions parce que vous pourriez vous dire finalement au taille que j'ai une base de données relationnelle me va bien, ou c'est un peu plus complexe que ça et il va falloir que je me pose un certain nombre de questions. Alors si vous voulez assurer le V de vélocité en augmentant vos volumes de données, eh bien vous pouvez, la première chose c'est vous dire c'est quoi le problème, est-ce que derrière c'est du traitement, et donc dans ce cas j'adapte ma vitesse de traitement au volume de données, j'augmente, je rajoute des processeurs, je ne prends pas tout à fait les mêmes architectures. Sur le catalogue de Matinfo, vous choisissez un autre type de serveur si vous êtes sur Matinfo, ou sur votre fournisseur, vous choisissez un serveur plus puissant, mais c'est pas tout si vous avez beaucoup de données, d'avoir de la puissance de calcul, il faut savoir aussi quels sont les transferts disque mémoire centrale qu'il y a et le nombre d'IO que vous allez avoir en entrée-sortie, donc pour rapatrier des données ou pour les écrire. Donc voilà, donc si vous voulez, donc je l'ai dit, on augmente les processeurs. Après, je crois que Sylvain a fait un modèle, je pense que c'était sur sa présentation, où il y avait du modèle maître-esclave, multimètre avec de la redondance. Donc vous pouvez vous y référer. Donc après, vous pouvez aussi, lorsqu'on a par exemple des serveurs web et qui vont ramasser pas mal de requêtes à un temps donné, avoir des équilibreurs de charge et ce style de choses, mais toujours pareil quand même, les données elles sont stockées sur des systèmes
persistants, et c'est des données, c'est les entrées-sorties qui sont importantes. Alors, le nombre d'entrées-sorties, vous avez des solutions de stockage, et là, vous pouvez, il vous faut vous demander comment je fais pour garantir que le nombre d'IO que j'ai, même si j'ai réparti mes disques sur des file systems séparés ou sur des unités séparées, comment je fais en sorte que la machine, le système qui va accéder à une part de données et qui va les traiter, comment il a le maximum d'entrées-sorties là-dessus. Que finalement, le système de stockage n'est pas un nœud, un goulet d'étranglement pour que tous les processus qui vont aller chercher de la donnée, même s'ils n'en traitent qu'une partie, eh bien, passent par un nœud d'étranglement et puis finalement ralentissent tout le système. Donc, vous avez, donc on l'a dit, des systèmes distribués, le plus souvent HDFS, donc c'est de la Hadoop, BGFS, Lustre, ça c'est sur les clusters de calcul. Et après, ben, vous avez du traitement parallèle. Alors, le traitement parallèle, ça se fait comment? De différentes façons. Hein. Soit, si vous êtes dans un monde du calcul intensif, vous avez des clusters à mémoire partagée. Et certaines personnes de ce monde sont convaincus qu'on peut faire de la Hadoop facilement et de façon performante sur des clusters de calcul. Vous avez des grilles de calcul ou alors vous avez aussi des architectures réparties, ce qui est fait pour les clusters Mongo, pour les clusters Hadoop, les clusters de différentes solutions comme Elastic ou autres. Vous avez ce genre de choses, des clusters qui peuvent monter en charge sur des machines relativement standards. Donc les formats d'échange, on les verra à peine un peu plus tard, mais j'ai simplifié là, puisque Philippe m'a dit qu'il y avait des choses qui étaient pas mal connues, donc j'ai simplifié. Alors, le déploiement de traitement sur plusieurs nœuds, donc c'est des solutions qui ont été pensées au départ, tout ce qui est le NoSQL pour tourner sur le cloud. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, on fait du provisioning de machines. Vous avez un nœud élastique, il commence maintenant à ramer pour répondre dans les délais qui sont relativement interactifs, on va dire du retour en 3-4 secondes, de temps de réponse sur des masses de données de plusieurs téras. Quand ça commence un petit peu à ramer, ben, qu'est-ce qu'il vous dit? Le système, il vous dit: vos temps de réponse, ils sont un peu lents, il vous faudrait rajouter un nœud de calcul. Et donc, rajouter un nœud de calcul, ça veut dire que derrière, il y a des solutions pour dire, ben, ok, j'en déploie un autre, et lui, derrière, il réorganise les données pour pouvoir être traité par différents nœuds. Et ça, vous le faites et vous évoluez dans le temps, et vous avez toujours les temps de réponse qui sont relativement constants. Donc, derrière, vous avez différentes solutions, des images qui sont soit des containers Docker, mais il faut s'assurer que les containers Docker sont bien adaptés à la solution. C'est-à-dire que des fois, un container Docker, ça peut être bien pour prototyper, pour maqueter, pour faire un certain nombre de choses, mais si vous voulez faire de l'exploitation pour traiter des gros volumes de données, il faut peut-être des fois passer par des machines virtuelles spécifiques. Donc vous avez le plus souvent sur le cloud et sur les clouds privés, vous avez des solutions à base d'OpenStack, plus coûteux le VMware qui fait, et puis vous avez aussi du KVM qui peut faire l'affaire. Donc c'est toutes ces solutions de virtualisation qui existent et qui vont vous permettre de déployer rapidement des nœuds pour pouvoir traiter vos masses de données qui vont croître dans le temps. Alors, un petit point d'attention, parce que si vous prenez des systèmes répartis, le plus souvent les systèmes de répartis de base, pour garantir que vous ne perdez pas de données, eh bien, qu'est-ce qu'ils font sur ces systèmes répartis? C'est qu'ils dupliquent en 2 ou 3 fois. Si vous prenez du Ceph, en fonction de vos nœuds, vos pages ou vos blocs, il va le multiplier par 3.
Donc vous avez un système d'exploitation, un système de fichiers, un file system, qui a déjà, vous avez qu'un tiers de la volumétrie utile. Au niveau de volumétrie utile, vous avez un tiers de votre donnée, de votre espace total, d'accord? Vous avez 10 Tera de données à stocker, eh bien il vous en faudra 30 sur votre système Ceph. Donc si vous rajoutez du RAID aussi pour avoir en plus de la redondance, vous avez un petit overhead aussi. Et ce que font les autres systèmes, c'est que vous preniez de l'élastique, que vous preniez du MongoDB ou autre, avec les systèmes de sharding, c'est que chaque fois, quand il gère vos éclats et qu'il répartit vos données sur des éclats, lui, bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, pour que je puisse garder des nœuds opérationnels et accès à toutes les données, eh bien moi derrière mes données je vais les répartir et je vais les multiplier par 3 aussi, comme ça je suis sûr que je ne perds rien. Donc ça veut dire qu'en fonction de l'architecture que vous avez mise en place et du système qui est en dessous, eh bien vous pouvez être amené à finalement multiplier vos données inutilement et avoir un espace de données qui finalement est divisé par, ça peut aller jusqu'à 6 ou plus. Donc il faut être juste vigilant en vous disant, j'ai un système dessous, mais est-ce que lui, il m'assure aussi en nativement cette redondance ou pas? Bon, les formats d'échange de données, le plus souvent quand même, tout ce qui est, toutes ces plateformes fonctionnent sur du web. Donc, il y a des données qui sont échangées des formats qui sont compatibles avec le web. Bon, le plus courant, c'est du JSON. Donc, on a vu MongoDB. Du JSON sur lequel vous pouvez définir des documents. Donc je vais passer rapidement là-dessus. Bon, le concept il est simple, hein, c'est de toute façon un truc en accolade ouvrante des membres et puis une accolade fermante, et puis après vous avez du clé-valeur dedans, et puis vous pouvez avoir la structuration avec des tableaux et puis ce genre de choses. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Malgré tout, vous avez des formats d'échange qui sont les formats d'échange du web. Il y a du XML, certains peuvent travailler sur du XML, et donc le XML, ce qu'il va apporter, c'est que derrière vous avez un schéma de données. Donc l'inconvénient du schéma de données, c'est qu'il est un petit peu plus rigide si vous voulez être strict, alors que le JSON, finalement, il vous permet toute la souplesse et toute l'évolutivité de vos données et de vos projets, parce que on fait un lac de données, donc on réfléchit au départ sur quoi on veut travailler, mais c'est pas dit que dans le temps on reste comme ça et qu'il n'y ait pas de nouveaux besoins. Donc il faut avoir de l'ouverture, et JSON permet de le faire, et en plus il permet de le traiter facilement parce que c'est intégré dans les langages. Bon, donc quelques points sur JSON versus XML. Bon, ça apporte peut-être pas énormément de choses, vous connaissez certainement ça. Alors, une architecture générale, qu'est-ce qu'on est amené à mettre en œuvre? Alors, si vous avez, celui-là, c'est un petit peu ce qui a été fait. Donc, vous pouvez vous dire, au départ, il y a deux choses. C'est, en gros, vous avez deux parties. La partie qui est ici, on va dire, c'est plus du traitement batch, et puis ici, du traitement on va dire, en flux continu. Donc si vous avez ce style de choses, donc si vous avez du batch, donc vous traitez généralement des bases de données ou des fichiers qui évoluent, par exemple des fichiers de log, eh bien, vous allez très facilement passer par des ETL qui vont intégrer les données là-dedans dans un référentiel qui peut être un système de base de données relationnel, et puis d'autre partie dans des DBD NoSQL, ou tout dans des DBD NoSQL, ou dans aussi de l'Hadoop.
En revanche, si vous avez des flux continus, et ce qu'il y a au niveau du campus, des sciences humaines et autres, c'est par exemple de traiter des flux Twitter. Donc si vous avez des flux Twitter, eh bien ce qu'il faut, c'est rajouter aussi un bus de message en plus de l'ETL qui va pouvoir faire l'injection. Donc le bus de message vous garantira de récupérer, d'avoir des fils de messages qui arrivent et de ne pas en perdre. Alors je crois que Sylvain t'a cité RabbitMQ qui est donc dans la distribution d'Hortonworks, ils mettent, je crois que c'est Kafka qui est un bus de messages. Donc c'est d'autres solutions. Et encore une fois, c'est pas parce que Kafka est donné dans la distrib Hortonworks que vous ne devez pas prendre RabbitMQ, qui est un gestionnaire de queue de messages qui a fait ses preuves et qui marche très bien. Puis derrière, vous avez plus la couche basse d'exploitation des données ici. Là-haut, oui, j'avais marqué aussi, il y a cet aspect, c'est que vous pouvez travailler avec des équipes qui sont ailleurs et qui ont des données autres parce qu'elles travaillent, et il faut pouvoir prévoir de les intégrer, alors en fonction des types de procédures, soit on vous envoie des fichiers de temps en temps, des diffs ou des trucs comme ça, soit eh bien, vous êtes connecté par des liens directs et vous les traitez sur une ou une autre façon. Donc au niveau du traitement, eh bien, tout se fait. Alors j'ai eu des difficultés à un moment dans le vocabulaire parce que pour moi, portail d'accès, c'était quelque chose qui se faisait avec du web. Alors si on l'appelle portail web, les gens se disent oulala, le web c'est ouvert sur tout le monde, c'est internet et autres, alors que pour moi c'est la technologie, c'est que ça se traite par un navigateur. Donc si vous avez le portail d'accès, lui, c'est à ce niveau que vous allez pouvoir mettre toutes les couches de sécurité, parce que c'est lui qui va permettre d'aller lancer l'extraction de données, et il va être nécessaire de pouvoir s'appuyer au niveau d'un référentiel d'habilitation pour donner les droits d'accès aux données et aux sous-ensembles de données. Donc c'est à partir de là qu'on va lancer l'extraction des mécanismes de d'identification dans ce contexte pour pouvoir créer des sous-ensembles de données, des data marts qui seront après, il sera possible de les exporter pour pouvoir faire du traitement en dehors de cet environnement. Donc tout ça, c'est sujet à la politique qui est mise en place pour la gestion de ce lac de données. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, il est important quand on constitue le lac de données de savoir qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va gérer tous ces éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a fait finalement dans ce projet? Donc c'est un entrepôt de données de santé. Cet entrepôt de données de santé, c'est des données qui sont au sein de la DSI du CHU. Elles ne sont pas sorties des serveurs du CHU, ils ont mis en place une infrastructure. Nous, on a eu accès pour tester les solutions qu'on a mises en place, mais c'est pas de l'exportation extérieure. Alors, cet entrepôt de données, on va dire, c'est du big data d'une certaine façon, mais on n'en a pas non plus des pétas de données. Malgré tout, on traite quand même 1,5 million de patients, il y a 10 millions d'analyses, il y a 8 millions d'hospitalisations, enfin c'est de cet ordre-là, c'est quand même, c'est pas quelque chose qui est totalement ridicule. Donc ça correspond à des données que l'hôpital a depuis, je crois, les années 2000. Donc c'est quand même assez conséquent. Alors là, on a pris des silos comme ce milieu hospitalier, on a mis de l'inox parce que c'est quand même plus sain. Donc, et on a récupéré, donc où ils ont déversé tout ce qui touche donc des données identifiées de patients,
les hospitalisations, donc par où ils sont passés, les examens qui ont été faits, que ce soit de la biologie, que ce soit de l'imagerie, donc toute l'imagerie n'a pas été redescendue, des comptes rendus, tout ce qui est organisation, que ce soit les services de l'hôpital, les personnels, et puis tout ce qui a été prescrit comme médicament pendant les séjours. Donc ça fait quand même des masses de données et une certaine complexité. Donc la gestion, le SI hospitalier est quand même pas mal structuré. Je crois que ça correspond à peu près 10 000 bases, c'est ça Christophe ? C'est de cet ordre-là, les systèmes, répartis sur plusieurs bases de données. Hein. Donc, il y a la base de données des prescriptions, la base de données des hospitalisations, et tout ça, il y a, je crois, c'est quasiment 10 000 tables. Donc, pour eux, l'objectif, c'est le contexte, c'est bien entendu dans un hôpital, ce qu'ils veulent, c'est en premier, c'est apporter du soin aux patients. Donc, mais pour apporter du soin, c'est pas ce système qui va en apporter directement. L'organisation du soin, lorsque vous analysez un petit peu tout ce qui s'est passé, eh bien, vous pouvez vous poser un certain nombre de questions pour savoir est-ce que l'organisation du soin est optimale. Est-ce que finalement, il n'y a pas des personnes qui passent toujours par un certain nombre de services pour finalement arriver au même. Enfin, quelles sont les caractéristiques et comment on peut faire pour aller plus vite et pour prendre mieux en charge le patient. On peut aussi se poser des questions, comment on fait pour faire face à des épidémies, rationaliser les moyens, comment on arrive à voir qu'il va y avoir une épidémie. Alors Google sait bien le faire, mais si vous prenez les urgences, vous pouvez aussi vous voir dans votre région comment ça se passe. Et puis après, il y a faire progresser dans la connaissance des maladies et de leur traitement. Donc analyser un certain nombre de données, et ça c'est directement au bénéfice des patients. Puis un autre aspect, ça peut être le pilotage pour avoir une vision au jour le jour des indicateurs du CHU. Mais tout ça, cet entrepôt de données, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une approche qui est centrée sur l'observation. Et donc, tout ce qu'on fait sur le lac de données, il n'y a pas de rétroaction sur le système d'information. C'est-à-dire que si on trouve des incohérences au niveau de données qui sont trouvées dans le lac de données, on n'a pas une rétroaction sur le système d'information de l'hôpital pour aller corriger quelque chose. Ça nécessite une correction qui est sur le système. Donc, là, c'est un petit peu tout ce qui a pu être mis. Il y a différents types de données. Donc, les différents types de données, c'est des structures de données qui sont très différentes. Quand vous avez de l'imagerie, quand vous avez les éléments d'anatopathologie, donc les coupes de tissus et autres, bon, les éléments sur de la chimiothérapie, les biobanques et autres, tout ça c'est des structures qui sont très différentes et qui sont mises dans un entrepôt de données et qui sont vraiment très hétérogènes. Donc, comment on arrive là-dedans à mettre en place des outils de fouille de données et de croisement de données? Donc, ça se fait en plusieurs étapes. Alors, nous, ce qu'on a déployé, donc on a déployé une partie qu'on a appelée Search and View pour faire quelque chose, et là, c'était For Predimed qui était le projet. Donc, il y a une partie derrière qui est de la partie Hadoop. Pour notre partie, je vous l'ai dit, on a d'une part une partie qui reste quand même en MySQL pour un certain nombre de descriptions. On a fait du PHP au départ. Et puis derrière, c'est géré par la partie frontale web, par de l'Apache sur lequel on peut mettre aussi une part de sécurité. La modélisation, c'est une modélisation graph, parce qu'on aime bien ça. Et puis derrière, pour tout ce qui est, on va dire, visualisation et création de données, on s'appuie sur la pile ELK, mais sur les deux briques, Elasticsearch et Kibana. Donc, et l'ETL, là, qui a été mise en œuvre par l'hôpital, puisque c'est lui qui connaît bien les données et
qui maîtrisent. Donc, c'est du talent. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? On a mis en œuvre ces technologies. Donc, on va voir rapidement un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec du Node.js qui interroge la base de données, donc qui interroge le lac. Le lac qui est donc une structure graphe en Arango. Elastic, c'est comment on projette de la donnée dans les index élastiques pour pouvoir en faire des visualisations. Comment on fait en Kibana pour extraire des tableaux de bord sur ces données. Et puis enfin, pour construire des requêtes, pour dire voilà, je m'intéresse à la construction d'une cohorte qui touche des patients qui ont une certaine pathologie et un certain nombre de critères, comment je fais pour me requêter le système. Et le tout avec une couche d'intégration avec différents langages. Donc FoxX, Christophe vous en parlera après, mais c'est un des langages ou une des couches liées à Arango. Donc, en gros, la modélisation, c'est une modélisation graphe. Donc, ces modélisations graphes, elles permettent d'une part de créer des classes et des sous-classes et avoir des liens donc, qui permettent d'associer différents objets. Donc, ça, c'est le graphe complet. Donc, qui est pas déployé totalement en Arango. Donc, celle-là, je passe rapidement parce que le temps court. Qu'est-ce qu'on veut faire? Le type d'exemple pour pouvoir construire une cohorte. Donc, ce qu'on a fait, on a fait une modélisation comme vous avez vu, de type graphe, et donc on veut s'intéresser à des patients diabétiques. Donc, il y a un codage des maladies, codage international des maladies, donc version 10, qui est du standard, et donc on s'appuie là-dessus. Donc, toutes les maladies, quand un patient passe à l'hôpital, eh bien, on caractérise ces différentes pathologies par un codage des maladies qu'il a. Donc, sur ce codage SIM10. On essaie de regarder quels sont les patients diabétiques qui ont en effet tout ça, et puis on met un certain nombre de contraintes parce qu'on s'intéresse à une population qui est âgée de plus de 30 ans par exemple, et on va regarder un certain nombre de choses par la suite sur ces cohortes, sur les problèmes de comorbidité, qu'est-ce qu'ils ont comme pathologie annexe. Donc la recherche, c'est la cohorte, on le fait sur la base de données. Donc la base de données, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a une représentation, ça c'est de l'OpenLayer, qui nous donne une vision là-dessus, et quand vous cliquez, vous avez dit ici, je cherche les diagnostics, tous ceux qui contiennent un diagnostic de diabète. Donc ça, vous avez 10 millions de diagnostics qui sont stockés dans Arango. Vous allez demander quels sont ceux qui traitent de diabète. Donc vous allez en retourner, je crois, dans les 95 000. Donc vous avez 95 000. Le temps de réponse pour un serveur, je crois qu'il a 128 gigas de mémoire et il doit avoir 4 corps d'associés, c'est une trentaine de secondes. Donc il parcourt tout le lac, les 10 millions de diagnostics, et dans 30 secondes à peu près, il vous donne tous les diagnostics qui apparaissent en tant que diabétique. Donc maintenant, une personne qui est passée à l'hôpital peut avoir plusieurs fois le même diagnostic. Donc plusieurs fois diabète. Donc on en a 90 000, mais ce qu'on veut, c'est qu'ici, on va choisir le lien qui nous permet de passer au patient. Donc on sélectionne le lien, on va sur le patient, et puis là, on va mettre une contrainte. Donc on va dire, comme on s'intéresse à ceux qui ont plus de 30 ans, on va dire, la date de naissance, l'année de naissance doit être inférieure à 88. Donc, et puis, on pourrait mettre d'autres filtres, etc. Et ici, on constitue une requête, et donc Christophe vous expliquera un petit peu ici. Ça, c'est un langage qui existe, c'est Cypher, qui n'est pas associé à MongoDB, mais pour lequel on a essayé d'avoir un formalisme qui soit
connu d'autres systèmes et qui soit indépendant du système qu'on utilise. On l'a repris parce qu'il a une bonne représentation, mais on a voulu s'affranchir du système qui est sous-jacent de base de données graphes. Comme ça, si on veut plus Arango et qu'on veut du Neo4j ou qu'on veut autre chose, on garde ça en s'appuyant sur des API qui sont développées. Et puis on dit, une fois qu'on a fait ça, on fait naviguer, et là on trouve qu'il y a 24 702 patients. Donc là, comme on avait déjà, on avait 90 000 dossiers patients identifiés. Là, la réponse, elle se fait dans les 4-5 secondes, donc sur la base. Et puis après, derrière, on continue, on regarde à partir de là, quand est-ce qu'ils sont passés. Si vous voulez savoir tous les diabétiques qui ont plus de 30 ans et qui sont passés au CHU le premier semestre de telle année, eh bien, vous mettez une contrainte sur la venue, donc l'hospitalisation, et puis vous les avez. Et là, ce qu'on a fait, après, on est parti, on a cherché tous les traitements, parce qu'on voulait savoir quels étaient les types de traitements qui avaient été appliqués à ces types de patients. Donc ça, c'est pareil, on en a je sais plus combien, mais c'est des choses qui réagissent dans les moins de 10 secondes pour se balader dans tout le lac en suivant tous les liens qu'il y a. Donc, à la fin, donc, on a un petit peu parcouru tout ça, et on a deux choses. On a un bouton, c'est Dashboard, et donc là, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié tous ces éléments qui ont été pris là? On les projette dans Elastic, dans un index, Elasticsearch, et on fait... Donc là, ça a été prédéfini, on fait des tableaux de bord pour visualiser tout ce qui a été donné. L'autre chose, c'est map, c'est-à-dire que sur le système, on peut aussi projeter sur des cartes qui sont dans les données géographiques. Et dans le système, on peut projeter on va dire la zone dans laquelle se trouvent les patients pour essayer de voir d'où est-ce qu'ils viennent. Alors, la projection dans Elastic, donc on voit finalement que pour ces 12 000 patients, eh bien, en réalité, donc, ils ont été traités avec, alors ça c'est la démo de Kibana, il a un certain nombre de visualisations possibles, des diagrammes en barre, des nuages de mots avec plus ou moins de taille. Et puis aussi la caractéristique des classes thérapeutiques, c'est-à-dire quels sont les types de médicaments qui sont associés à cela. Donc on peut faire des vues différentes et puis on peut cliquer et agrandir ce que l'on veut. La projection, et tout ça se fait sur le même lac de données, hein, c'est-à-dire c'est les mêmes traitements. On peut projeter, comme c'est l'hôpital de Grenoble, bien entendu, c'est dans cette zone qui sont là, mais on voit quand même qu'il y a peut-être quelques Bordelais qui sont passés à l'hôpital de Grenoble, donc parce que il y a des petites pointes qui sont là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça nous permet de créer une collection, une cohorte. Bien après, on a développé donc avec du Node.js un certain nombre de choses, donc pouvoir sélectionner des cohortes qui ont été faites et puis de pouvoir prendre des patients et de regarder. Alors, d'une part, qu'est-ce qu'ils ont eu comme traitement? Ça, c'est l'interrogation de la base de données Arango, donc où une API, on a défini une certaine API pour pouvoir être toujours indépendant, mais qui est assez performante. On peut regarder où est-ce que les personnes sont passées, dans quel, alors donc là c'est le codage interne de l'établissement, avec les unités médicales et les unités fonctionnelles, et puis les différents pôles, que ce soit la cancérologie, la pulmo, etc. Vous pouvez aussi voir une synthèse pour un patient donné de toutes les pathologies qu'il a. Et puis, si vous voulez aussi, la dernière vue, c'est de dire rapidement, eh bien voilà qu'est-ce qu'il y a eu comme diagnostic sur cette personne pour avoir une vision assez rapide et puis pour pouvoir parcourir très rapidement les questions, les pathologies du patient. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop endormi, que t'es pas trop indigeste. C'est carré, au niveau timing en tout cas, c'est nickel, c'est effectivement la pause. Alors ce que je propose, vu que Christophe va revenir
sur des éléments qui ont été présentés, et on va même retrouver des... Il y a des petites choses, ouais. Des petites choses. Je vous propose peut-être une, mais c'est la seule. Parce qu'on posera après, on reviendra sur les questions, parce qu'on va revenir sur le projet qui a été présenté. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur du nombre de personnes qui ont travaillé pour la mise au point de tout ça, leurs compétences, enfin que c'est des gens de quel métier, et la somme de temps, quoi. Alors, la somme de temps, ça va être difficile parce que, c'est juste pour vous donner une idée globale du projet. Parce que le projet, ça fait à peu près 2 ans qu'il est démarré, mais on est parti de rien, mais il a fallu spécifier tout ce qu'on voulait. Et derrière, ça veut dire qu'on a mobilisé des médecins, des spécialistes, des médecins de santé publique, des médecins qui connaissent tout ce qui est référentiel et autres, des personnes de la DSI, et puis des personnes de labo, et pour nous, pour les labos universités, c'est Christophe et moi. Hein. Donc voilà. Donc ça, globalement, pour tout définir. Alors pour tout définir, malgré tout, le projet, je pense qu'il a bien marché, parce que savoir qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus, si vous impliquez pas les métiers, et si vous dites, je vais faire un entrepôt de données, mais j'en ai rien à faire à des médecins, ils l'utiliseront pas, et puis vous, de toute façon, vous serez passé à côté, parce que si vous n'êtes pas médecin, vous y comprenez rien. Donc, on s'est vu quand même quasiment toutes les semaines, pratiquement sur les 2 ans, avec un groupe finalement qui a été de 10-12 personnes. Alors, régulièrement, le groupe, il doit y avoir 24 personnes par là, mais il y en a 12 qui sont venus, des médecins à qui le projet, ils adhéraient pleinement et ils le portaient, ils ont travaillé là-dessus. À la DSI, il y a une personne, en gros, je dirais, qui a travaillé sur la mise en œuvre de Hadoop, et appuyé par un peu de prestations d'une société extérieure pour la mise en place d'Hadoop. Tout le reste, ce que je vous ai montré là, on l'a fait avec Christophe, je dirais, on a travaillé combien 6-7 mois à mi-temps, c'est à peu près ça. Donc pour développer ça, la base du Node.js, on l'a fait faire par un stagiaire, mais après je l'ai repris pour l'étoffer. Toute la base Arango et autres, c'est Christophe qui a une grande partie de la maîtrise, mais globalement c'est de cet ordre-là, je dirais, pour la partie que je vous ai présentée, c'est 6 mois à mi-temps. Impeccable. Écoutez, petite pause.